Vincent Cognoc. Alors, euh, quand on a échangé, j'ai été particulièrement touchée parce que vous conduisez le programme d'accès universel à l'énergie au Sénégal. Moi, je suis sénégalaise, donc c'est quelque chose qui me touche profondément. Vous êtes le monsieur nucléaire, on va dire ça comme ça, du continent africain, puisque vous êtes un ancien haut fonctionnaire de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Moi qui suis TDA hypersensible, ça ne me parle pas beaucoup, hein. Tout ce qui est nucléaire, physique, mathématiques, les chiffres, c'est très compliqué, même si je sais qu'on en a besoin pour fonctionner et je sais qu'on a besoin du nucléaire. Donc je vous laisse avec Vincent. Je vous demande de l'applaudir. Écoutez-le attentivement et n'hésitez pas à lui poser des questions. En tout cas, merci. Je tiens d'abord à remercier Femmes au pluriel de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je viens effectivement de Dakar, je suis arrivé il y a quelques jours. Je tiens aussi à remercier Madame Pender qui a permis à ce que je puisse être là aujourd'hui. Et effectivement, je considère que je me retrouve dans un univers conquis, dans la mesure où, je dirais, toute la problématique qui m'a animé anime quasiment la totalité des personnes qui sont ici. J'ai entendu certains qui parlent de la Chine, de ceux qui viennent avec des cuisiniers, des enfants qui meurent dans la Méditerranée et autres. En réalité, c'est ce qui nous a animés pour l'écriture de ce livre. Mais est-ce que la vraie question, c'est d'essayer de trouver des solutions par rapport à là où on est tombé, ça veut dire les enfants qui meurent dans la Méditerranée ou qui se retrouvent ici, c'est de pouvoir les loger ou leur permettre de ne pas quitter de ce continent. Est-ce qu'aujourd'hui, dire par exemple que les Chinois n'investissent pas dans le bon sens et autres, c'est chercher la solution tant qu'on n'a pas encore préparé ce qui devrait être fait pour que les investissements soient convenables. On ne me prendra pas pour quelqu'un qui suit soit pour chinois ou soit pour asiatique. Je suis un pur produit du système européen, disons métissé africain européen. Culture française, on peut le dire ainsi. Mon éducation universitaire ou grandes écoles, c'est ici. Je sors du commissariat d'énergie atomique. Le reste, ça n'a pas trop d'importance. Mais 10 dernières années, je vis en Afrique pour aider les gouvernements à développer les politiques énergétiques. En réalité, ça m'a permis de me mettre dans une situation où il est important de commencer à réfléchir sur les vraies questions. Et les vraies questions, c'est quoi? Comment on doit s'organiser pour faire en sorte que tout ce que nous constatons aujourd'hui, je suis de ceux qui sont arrivés ici début des années 80 et où le Chinois n'était pas plus respecté qu'un Africain. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un Africain, par rapport à un Chinois, on ne parle pas du même type de personne. Donc en réalité, comment réfléchir d'une certaine manière, différemment? Et c'est pour cela qu'on s'est dit, il est important de trouver des modèles de développement économique et qui doivent se baser sur quelque chose qui a réussi ailleurs. Et ça a réussi où? Récemment, dans les pays asiatiques. Et la différence du développement industriel, par exemple, ou du développement dans les pays asiatiques et autres, et même européens, c'est que les Européens ont eu du temps à mettre en place un système de développement industriel guidé par des hommes, je dirais des surhommes, des très grands industriels qui ont essayé de guider un certain nombre les pays à évoluer. La révolution industrielle, ce n'est pas un État qui le décide, c'est des hommes qui travaillent pour pouvoir la faire. Les Asiatiques ont décidé une voie. Pourquoi les Africains ne pourraient pas décider d'une voie analogue? Pas identique, mais analogue. Et c'est là où nous nous sommes dit, il est important de réfléchir. Et on a pris le système de développement asiatique, qui ne savaient même pas, qui l'ont fait de manière empirique et autres, depuis les Japonais, c'est le développementaliste. C'est le développement qui passe par l'industrialisation et la transformation industrielle. Et aujourd'hui, on peut aller avec les services. Ça aide au développement. Le problème, c'est que, est-ce que si vous prenez tout cela, vous amenez en Afrique, ça va marcher? La réponse est non, ça ne marchera pas. Et pourquoi est-ce que ça ne marchera pas? Parce qu'on a un problème communautariste qui ne nous permet pas de pouvoir épouser ce genre de système. Comment est-ce que nous pouvons donc nous inspirer de ce que nous avons été avant les indépendances, notre système démocratique, pas le discours de la Baule qui nous dit multipartisme et autres, mais notre système démocratique qui a toujours très très bien fonctionné à cette époque-là, mais qui n'était pas basé sur l'industrialisation, qui était basé sur une vie harmonieuse simplement. Comment l'adapter par rapport au développement tel qu'il doit être fait? C'est ça la base de notre livre. En réalité, j'avais préparé quelque chose pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses et autres, mais en réalité, ce n'est plus vraiment nécessaire. Ce qui est simplement nécessaire de dire, c'est que c'est un livre qui a été écrit par deux personnes, le scientifique et l'acteur au développement engagé que je suis, chef d'entreprise aujourd'hui et autres, et puis quelqu'un qui est plutôt un enseignant
professeurs d'université, ils forment les diplomates et les officiers supérieurs au Cameroun ainsi qu'en Angleterre et autres. On s'est donc mis ensemble pour réfléchir, essayer d'analyser comment les autres ont fait et essayer de voir ce que nous avons été, parce que ce livre va très 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 loin. On essaye de voir la situation de nos pays avant les indépendances, comment est-ce qu'un certain nombre de choses ont été détruites et de manière systématique et bien organisée, dû à, je dirais, l'ignorance de certains qui nous dirigeaient et autres. Et même certains parlaient de certains anciens ici qui ont été formés en France, ils ont fait l'ENA et autres. Non, ils faisaient l'école d'outre-mer. Donc ça ne les formait pas de développer le développement, ça les permettait simplement de développer la gestion des colonies. Donc aujourd'hui que nous sommes formés de la même manière, nous avons des pays, la question qu'on se pose, c'est que le taux, je dirais, de croissance de nos pays est supérieur à la majorité des taux européens. Mais la pauvreté se développe de plus en plus dans nos pays. Pourquoi ? Donc, si on ne se pose pas les vraies questions, on veut simplement trouver des réponses simples en disant, ben voilà, monsieur le préfet, il faudra que vous fassiez mieux votre travail la prochaine fois en recevant la totalité des Africains et autres. Ça n'a pas de sens. Même si ce n'est que 1%, 2%, pour nous, c'est déjà trop. Aujourd'hui, en réalité, c'est le message. Le problème, c'est qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui meurent dans la Méditerranée. Ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est le message que cela donne. Et que nous n'en soyons pas conscients pour dire il faut que nos enfants ne meurent plus dans la Méditerranée parce qu'ils veulent venir dans ce pays. En réalité, c'est ça qu'il faut travailler. Donc, nous, on a essayé de travailler sur un modèle, un concept et autres. Et on a choisi le cas du Cameroun. En réalité, c'est un concept qui marche quasiment partout parce que le mécanisme du communautarisme est ancré partout en Afrique, surtout subsaharien, à des niveaux divers. Nous, on a travaillé sur le cas de Cameroun parce qu'il nous fallait avoir un exemple concret et autre, en prenant sur les données, sur la situation économique, sur un certain nombre de points et en même temps en essayant de faire un mécanisme aujourd'hui où dans ce pays on parle de plus en plus de tribalisme et autres, sur une répartition locale du développement, parce que c'est ça qui permettra la redistribution des richesses. Donc, c'est ce que je voulais très rapidement. En réalité, ce que je voulais vous présenter n'était pas exactement ça, mais j'ai cru qu'il était important de répondre à un certain nombre de questions et qui épousaient effectivement ce que nous avons fait. Parce que les questions que vous vous posez, c'est les mêmes questions que nous nous posons, que nous continuons à nous poser. Et là, actuellement, ce livre pousse à l'action. Ce n'est pas simplement un livre qu'on a écrit, ça pousse à l'action. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, notamment même dans les oppositions et autres, qui travaillent avec cette doctrine. Dans beaucoup de pays africains que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens sont déjà en train de travailler avec cette doctrine et autres. Certains, peut-être qui n'étaient pas avec cette doctrine dans la base de ce livre, ou de ces écrits, ou bien du travail que nous avons fait. Certains ont évolué dans une situation, je dirais, qui est beaucoup plus de rupture. Nous, on est dans ce qui est un partenariat apaisé, une coopération apaisée. Aujourd'hui, il faut réinventer le partenariat parce que aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de souveraineté. Mais est-ce que la souveraineté, c'est contre quelqu'un ou c'est contre un pays? La réponse est non. La réponse est réinventer. Si je prends l'exemple de l'industrie, aujourd'hui, on parle d'industrialisation. Les investissements qui doivent venir ici doivent être ancrés dans ce sens. Et être ancrés dans ce sens, c'est quoi? C'est d'abord commencer à travailler sur tout ce qui peut être transfert de technologie. Localisation. Aujourd'hui, en Afrique, 40% des achats, des importations, c'est avec les pays plutôt... non, 25% aujourd'hui de la zone CEMAC, c'est avec la Chine, uniquement la Chine. Et en 2000, c'était 40% avec la France, et aujourd'hui, on est quasiment à 10%. Et aujourd'hui, si on achète là-bas, c'est parce que ça coûte moins cher, d'une certaine manière. Mais comment faire en sorte que la France, par exemple, tant qu'on y est, regagne ce marché? C'est très simple. En faisant une localisation, ça fait en sorte que la production française devient une production locale et tout le monde y gagne. Parce que quand on parle de win-win, ce n'est pas quelque chose... tout le monde y gagne puisque l'industriel ou l'investisseur français gagnera parce que c'est sa marchandise qui est vendue, mais le Camerounais aussi gagnera parce qu'il aura quelqu'un qui a travaillé pour faire cette production avec un mécanisme de localisation si les autres ne la font pas. Donc il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. L'éducation. Il y a encore, je peux le dire aujourd'hui et je le dis très fièrement, je suis un produit du système éducatif, du moins supérieur parce que le secondaire je l'ai fait au Cameroun, français. Aujourd'hui, nos enfants ont de plus en plus de mal à venir ici. On les envoie aux États-Unis, on les envoie partout ailleurs.
Et c'est ces gens-là qui devraient normalement permettre à ce que le développement puisse se faire et avec un certain partenariat. Donc il est aujourd'hui important de regarder les choses d'une certaine manière, d'essayer de réfléchir et surtout de tendre la main d'une certaine manière. Quand on dit tendre la main, ce n'est pas demander, nous ne demandons pas de l'aide ou quoi que ce soit, mais c'est de tendre la main pour pouvoir avoir des partenariats corrects, mais avant cela, de se préparer pour être capable d'absorber ce qui doit nous être apporté, mais de façon convenable. Je vous remercie. Voilà, merci. Regardez le micro, regardez le micro.